Bonsoir. On va pouvoir commencer cette séance des Jeudis de Lima, consacrée à un phénomène qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, quand le terme a été lancé dans les années 2000. Et évidemment, il y a tout un mouvement qui a accompagné justement ce phénomène. Et on a voulu faire le point justement sur cette question dans le cadre de la manifestation qu'abrite l'Institut du monde arabe à travers l'exposition et puis aussi par le biais des différentes manifestations que nous organisons ici. Et au départ, il y a eu tout un débat autour de cette manifestation, à tel point que les responsables ici à Lima ont pensé intituler, au lieu du Maroc contemporain, la manifestation la Naïda, en référence à la Movida espagnole. Et puis il y a eu un débat assez serré, assez contradictoire, et puis finalement le terme a été abandonné au profit d'un concept, je dirais, un peu plus consensuel, un peu général, le Maroc contemporain. Voilà, mais la Naïda reste quand même un concept qui va être abordé, discuté, analysé. On va essayer avec nos invités, que je remercie chaleureusement d'être avec nous, qui sont des acteurs, aussi des observateurs de ce phénomène, que ce soit sur le plan sociologique, anthropologique, ou sur le plan aussi de l'implication dans cette activité à l'époque qui s'est traduite par, sur le plan musical, sur le plan artistique, par un renouveau, par une volonté de déstructurer un peu l'ordre établi au niveau de la société. Et puis par la suite, évidemment, le terme a été abandonné et on l'évoque un peu plus par nostalgie que par autre chose. Évidemment, bon, le terme d'Onaïda, il y a plusieurs connotations, il y a toute une symbolique derrière. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Évidemment, nos invités sont là pour en parler. Ce sont des gens qui ont été dans le feu de l'action à l'époque. Reda Allali, qui est musicien et aussi journaliste à l'hebdomadaire tel quel. Amina Boubia, qui a fait une thèse sur le phénomène, sur ce mouvement de la Naïda, et notre ami Abd al-Baqi, qui est sociologue et qui a fait aussi un travail sur le mouvement. Dominique Cobé, elle a beaucoup travaillé, elle a fait un film justement qui sera projeté juste après, sous la tente, qui s'appelle Naïda. Casa Naïda, c'est un film qui a fait date à sa sortie, enfin qui fait date et puis qui a fait beaucoup parler de lui. Et elle vous expliquera un peu sa démarche. Et puis Hicham et Momo, qui sont les véritables animateurs de le boulevard, qui est un rendez-vous musical important qui a lieu à Casablanca tous les ans. Et parallèlement, évidemment, ils animent aussi un espace dont ils vont parler parce que c'est un espace nocturne et un peu underground qui permet aux jeunes de se retrouver et puis aussi de faire des connexions avec
le Maroc créateur, le Maroc de cette volonté d'aller un peu plus loin. Évidemment, il y a l'arrière-fond politique qui anime aussi tous ces acteurs, parce que ce n'est pas uniquement une action abstraite, mais elle s'inscrit dans une volonté de changement de la société marocaine vers une société un peu plus moderne, voire moderne, complètement moderne, et aussi de faire bouger un peu les choses, de faire bousculer les lignes. Et c'est ce travail-là qui se fait aujourd'hui un peu partout, que ce soit dans le cinéma, dans la musique et dans les arts. Et on le voit à travers l'exposition qu'abrite l'Institut du monde arabe. Il y a de jeunes artistes qui ont su donner à cette créativité beaucoup d'élan et puis de l'originalité. Voilà, je vous remercie. Je remercie également, donc, encore une fois, nos invités de s'être déplacés et d'être parmi nous ce soir à ce jeudi de Lima. Merci. À toi, Dominique. Merci de l'invitation. Merci d'avoir choisi ce thème de débat. Donc, je voudrais tout d'abord faire une petite introduction pour donner quelques explications et quelques dates pour décrire ce qui est appelé ici un phénomène. On verra si c'est un phénomène. Enfin, il y a quelque chose qui se passe, c'est certain. D'abord, pour ce qui est de l'origine du mot Naïda. Naïda, au départ, c'est une expression verbale, on va dire, plutôt. Ça veut dire, je vais être technique, je suis linguiste, mais donc c'est un participe actif ou un ism al-fa'il d'un verbe nadinoud qui veut dire se lever. Donc Naïda, ça veut dire elle se lève, elle est en train de se lever. Et donc c'est devenu une expression chez les jeunes qui veut dire ça bouge, ça boum, tout se passe bien, etc. Donc cette expression, elle a toujours, enfin je ne sais pas de quand elle date, mais elle existe depuis très longtemps, elle continue à exister aujourd'hui, etc. Ce qui est remarquable, c'est que c'est devenu un substantif, aussi bien en français qu'en Darija. C'est devenu la Naïda. Et c'est devenu en Darija Naïda. Donc, ça marche pas bien. Donc, ah oui, en effet. Je me disais que... Ok. Donc... il faut que je recommence, je pense pas, non. Donc, important, c'est de... Personne ne discutera l'expression verbale. Naïda, c'est partie par les jeunes, du vocabulaire qui peut être utilisé par les musiciens. Et donc, mais c'est le substantif qui est apparu et dont on discutera éventuellement. La première apparition écrite du mot, mais c'est encore l'expression verbale, c'est dans une de l'hebdo tel quel, je pense, en juin 2006. Hein, donc voilà. Et là, c'est encore Naïda, ça veut dire ça bouge, hein, c'est pas la Naïda. Donc, bon, voilà, ça c'est... Après, donc c'est plutôt aux alentours de fin 2006, début 2007, que le substantif va commencer à apparaître. Hein. Là, c'était une résidence entre le boulevard et le bureau des jeunes belges, donc Naïda avec une autre orthographe. Et puis, ce que vous disiez, Maté Kabbal, à l'instant, hein, c'est qu'encore en juin 2014, le Maroc contemporain s'appelait encore jusqu'à récemment, enfin, menacé de s'appeler, ou allait s'appeler, il faut le dire gentiment, la Naïda. Hein. Donc voilà. Donc, ça, c'est pour ce qui est de l'utilisation du mot. Maintenant, avoir un petit peu des dates, parce que si phénomène il y a, si mouvement il y a, si en tout cas dynamique culturelle il y a, ça on ne peut pas le nier. C'est pas venu de nulle part et ça se situe dans un contexte historique. Donc il faut revenir bien sûr à ce qui se passait dans les fin des années 60, début des années 70, hein, avec tout le mouvement des Nassel Riwan et compagnie, tout le rock aussi qui existait
à l'époque. Souvent, les rockers, d'ailleurs, sont venus plutôt en France, les Golden Hands, les Variations, Vigon, plus tard, un groupe comme Dadzibao, voilà, donc New Wave dans les années 80, donc voilà. Donc, ensuite, ce qu'on voit apparaître, c'est tout à fait à la fin des années 80, au début des années 90, c'est une scène underground avec des arts urbains qui va être éparpillée dans la ville de Casa. C'est-à-dire il va y avoir les métalleux qui vont se développer, les amateurs de métal, à partir du milieu des années 90, dans leur coin, avec les endroits où ils pouvaient. Parce que ça a toujours été un problème, de trouver un lieu où faire de la musique. Donc on ne fait pas de musique dans les maisons de la culture au Maroc, à Casa, ni dans les maisons des jeunes, rarement. Enfin, en tout cas, dans les années 90, on n'en faisait plus. On en a eu fait dans les années 70. Et donc, on se pose dans la rue, dans des coins, dans les garages de maisons, etc. Et pareil, en même temps, et en parallèle, mais sans vraiment se croiser, tous les danseurs de hip-hop et le rap. Mais pas tellement le rap. Le rap, ça arrivait plus tard, mais surtout la danse, le breakdance, le smurf, etc. Donc ça, c'est ce que j'appellerais une scène underground éparpillée, on va dire. Et puis ce qui se passe et qui est très important, c'est que tout à fait à la fin des années 90, 98, 99, va apparaître la salle de la Folle et ensuite très vite le boulevard et le tremplin. Donc ça, dont Momo Hicham vous parleront, donc avec des nouveaux styles de musique, une fusion, ce qu'on appelle la fusion, qui est un peu la world music, héritière qui va mélanger le reggae, les rewan, etc. Donc il y a cette scène underground qui va se rassembler à la Folle par rapport à la scène underground éparpillée, une espèce de scène underground rassemblée et qui va mélanger tous les styles. C'est ça qui est extraordinaire au Maroc, c'est que tous les musiciens sont capables de jouer aussi bien du métal que de la fusion, que du rap, enfin en gros, maintenant à l'époque en tout cas, à l'époque dont on parle. Ensuite, il y a quelque chose qui est très important, c'est 2003. Ça, c'est une année vraiment charnière parce qu'en 2003, il y a une affaire qui va secouer la société marocaine, qui est l'arrestation de 14 jeunes musiciens de métal qui sont accusés de rites sataniques. Et donc, cette arrestation va assez vite provoquer une mobilisation de gens très différents. Peut-être Momo Hicham en reparleront, puisqu'ils l'ont vécu de l'intérieur. Et Reda aussi, bien sûr, qui était en plus à l'origine d'une pétition qui a circulé, qui a fait que ce phénomène n'est pas resté au Maroc et a pu sortir. Ça, c'est essentiel. Bon, et donc, cette histoire va occuper tout le début de l'année 2003. Et ensuite, il va y avoir le 16 mai 2003, donc avec des attentats terroristes dans Casa, kamikazes. Donc, des choses quand même qui vont bouleverser, qui vont faire un choc et créer un débat public qui va faire que beaucoup d'ouvertures vont pouvoir se faire, disons. Voilà. Ensuite, une autre date, c'est 2006, qui est l'apparition des nouvelles radios. Et petit à petit, la télé va copier la radio et va s'y mettre aussi. Et donc, on a une médiatisation qui va s'emballer des artistes qui, tout d'un coup, qui étaient réservés à des salles petites ou qui vont tout d'un coup devenir extrêmement célèbres, extrêmement médiatisés. Et ça va provoquer des effets dont on va discuter, on va dire. Ensuite, la dernière chose qui serait importante de voir, peut-être, c'est le lien avec le mouvement du 20 février. Y a-t-il un lien ou pas ? Est-ce que la Naïda, ou on va garder ce terme, bien que beaucoup vont le discuter ici, sa justesse, est-ce que l'existence de la Naïda a favorisé l'émergence du mouvement du 20 février ou pas ? Est-ce que le fait que la Naïda existait, donc il y avait une espèce d'impression de liberté, n'a pas fait que beaucoup de gens n'ont pas voulu rejoindre le mouvement du 20 février ou des choses comme ça. Donc le lien avec le printemps arabe éventuellement, dont on pourrait discuter. Voilà pour présenter rapidement les dates pour que vous situez un petit peu Donc le mot Naïda en tant que substantif est beaucoup discuté, beaucoup remis en cause. Il a été largement récupéré très vite. Là, vous avez des événements comme par exemple le Moto Naïda qui a eu lieu
Oui, on peut rigoler, mais ça existe, j'ai retrouvé. Le Motorola, voilà, Music Awards en 2007. Bon, un festival Naïda, je ne sais pas où est-ce qu'il a lieu, je crois, à Ouarzazate. Celui d'en haut à Ouarzazate et l'autre à Bouznika, Bouznaïda, enfin voilà, Naïda à toutes les sauces, Naïda dans la pub, Naïda dans etc. Et donc voilà. Je crois qu'on s'est vraiment très vite emballé pour dire que ça y est, que c'était arrivé, que c'était la Movida qui régnait au Maroc. Donc tout ça, c'est des choses que tous nos intervenants vont discuter, vont questionner, vont remettre en cause. Hein. Il y a une dynamique culturelle absolument certaine qui est menée par des gens de la société civile. Ça, personne ne le niera. Mais jusqu'où ça va, jusqu'où et quelles sont les dernières évolutions. Donc je vais laisser la parole aux intervenants. Donc le premier qui va nous parler, c'est Abdelbaki Belfré, qui lui va essayer de remonter un peu dans l'histoire et de montrer des origines lointaines, et en tout cas le lien avec les Riwan est toujours fait entre les Nassel Riwan et la Naïda d'aujourd'hui. Les musiciens, tous les groupes musicaux s'y réfèrent à un moment ou à un autre, dans un texte ou un autre, donc c'est très important. Et puis de toute l'ambiance qui régnait à cette époque, voilà, si tu veux bien nous en parler. Bonsoir, messieurs, dames. La thématique de ce soir, qui est la Naïda, jeunesse d'une culture urbaine, me paraît comme, d'abord, pourquoi on l'a appelé, pourquoi on est là pour débattre un peu de ce qualificatif, de ce nom qui a été alloué à ce phénomène, ou bien à ce fait culturel plutôt, me rappelle en quelque sorte le nouveau-né. Quand un nouveau-né est là, on est appelé à lui donner un nom. Et c'est tout à fait normal, ça se fait dans plusieurs situations. Mais il y a toujours un mais. La question, c'est que plusieurs personnes vont voir, en quelque sorte, vont chercher à retrouver dans ce nom donné à ce fait culturel des traits, à retrouver des traits de ce qui a existé avant. D'autres, ils vont se montrer craintifs, d'autres carrément réfractaires. Et c'est à partir de là que ça devient intéressant, c'est à partir de là que se mettent à se poser les questions. Donc voilà, c'est un premier point, c'est que le nom, il a été donné, il a circulé, et puis qui est-ce qui a donné le nom? Je crois que cette appellation Naïda, et on la retrouve en quelque sorte dans les actes et les paroles des jeunes à Casablanca. On disait Naïda fil Barnoussi, Naïda Hay Mohammadi. Donc il y a une dimension sociologique. Il y a des citoyens qui répétaient en quelque sorte. Mais la survalorisation, c'est la survalorisation médiatique en quelque sorte donnée à ce fait social qui pose réellement problème. C'est l'usage que l'on en fait, et puis de là, la charge émotionnelle dont on va lester un peu ce terme qui pose réellement problème. Et je crois que à partir de là, je voudrais souligner un deuxième terme, c'est celui qui nous renvoie en quelque sorte à l'espace urbain. La Naïda et la culture urbaine.
au Maroc, aujourd'hui, et plus que jamais, la ville concentre un peu tous les phénomènes et tous les faits sociaux et culturels de tout le Maroc. Autrefois, il y avait un hiatus, un blanc qui séparait en quelque sorte le rural de l'urbain, mais aujourd'hui, la ville, elle concentre en elle-même tous les problèmes d'un pays. C'est un microcosme. Et ce phénomène, il est né dans la ville. Mais voilà une première interrogation, c'est que cette ville, dans les années 70, il y avait un mouvement, un fait culturel aussi, appelé le mouvement Nesl Riwan. Et il s'est produit dans la ville. Son public, c'est un public urbain, citadin. Et aujourd'hui aussi, on parle de la culture urbaine. Bien que la culture urbaine en tant que terme est de création tardive, parce qu'il a à voir aussi avec un phénomène urbain connu à l'échelle internationale et qui peut s'expliquer en quelque sorte par le mouvement de la mondialisation. Mais la ville telle qu'elle se présente aujourd'hui au Maroc n'est plus la ville avec les mêmes caractéristiques que celles des années 70. D'abord, Nesl Riwan, ils ont essayé en quelque sorte de poser ou bien de traduire les problèmes ruraux dans la ville. Et il n'y a pas que Nesl Riwan, on peut, dans le cinéma aussi, je pense par exemple à Halaq Drb Fouqara de Si Mohamed Reggab, qui a aussi traité la campagne en plein quartier de Drb Sultan, un quartier casablancais. Mais là, on est face à une dimension de la ville comme une communauté. Je parle toujours des années 70. La ville comme une communauté, comme un pays. La ville qui est donnée, qui est comme un donné, ça veut dire les valeurs, ils sont là, et l'individu, il ne peut pas échapper à ces valeurs. Et on va voir que dans la première décennie du troisième millénaire, la ville il va se présenter différemment au Maroc. C'est que pour qu'on puisse chanter la ville, pour qu'on puisse danser la ville, pour qu'on puisse graffer la ville, pour qu'on puisse crier la ville et écrire la ville, cela suppose à ce qu'on mette la ville face à soi. Il faut qu'on regarde la ville, il faut qu'on se mette devant la ville pour qu'on puisse la décrire, la graffer et puis la chanter et la danser et même flâner dans la ville. Je crois que c'est ça la différence, c'est que le sens qu'on peut accorder au mot ville n'est pas le même. Et donc voilà, je mets en évidence un peu ces deux termes. Le premier, c'est l'effet médiatique dans l'intérêt qu'on va accorder en quelque sorte à ce fait culturel, et puis la notion de la ville. Et donc, peut-être que je dirais un mot aussi sur qu'est-ce qui a caractérisé un peu les décennies successives depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Tout se joue autour de la notion de l'identité. Dans les années 70, l'ambiance, en quelque sorte, les années 70, c'est deux putsch militaires, 71 et 72, c'est le procès de Marrakech, des 173, c'est l'année blanche aussi, 72-73, c'est l'année blanche à l'université. Il y avait une ambiance qui a, en quelque sorte, généré des expressions dans le manque de liberté qui existait dans le temps. Et il y avait tout un travail autour de l'identité.
Et ce travail autour de l'identité dans les années 70 est marqué par, en quelque sorte, un retour à la tradition. L'Ines Riwan, c'est une parole chantée, c'est une esthétique, c'est un intérêt accordé en quelque sorte à la parole populaire, à la culture orale, mais tout cela se joue autour d'une réinterprétation en quelque sorte de ce legs, de ce patrimoine, mais qui ne reconnaît pas autre chose que cette même réinterprétation de la tradition et du patrimoine. L'avenir, il n'a pas été envisagé en dehors, en quelque sorte, de la tradition. L'occidentalisation, il est banni. L'Orient, l'alter ego, il est aussi à exclure et à éviter. Et la mêmeté aussi, tout ce qui se fait à l'intérieur, les autres composantes dominantes de la culture marocaine, arabo-andalouse aussi, ils suivent un peu l'occidentalisation, ils se mettent dans le même rang. Les Nasriwan les mettaient dans le même rang que l'occidentalisation et tout ce qui vient de l'Orient en matière musicale et le patrimoine arabo-andalou. Et cette parole, cette expression de Nasriwan, à partir de là, il a essayé en quelque sorte de se décaler par rapport à l'islamité, à l'arabité, mais en s'appuyant sur une culture populaire. Et cette culture populaire, tout l'investissement de Nasriwan, il a en quelque sorte décliné les diverses caractéristiques qui composent en quelque sorte cette culture orale populaire. On va trouver qu'ils vont surfer sur plusieurs registres. Le registre des Gnawa, ça veut dire les berbéros africains. Puis on va réhabiliter le chant du Moyen Atlas, à Hidous. On va s'intéresser à Al-Melhoun dans un second temps, et même aux questions en quelque sorte panarabes, la question palestinienne. Donc ils ont décliné un peu leur investissement en cette matière selon des expressions, selon toutes les caractéristiques en quelque sorte qui composent la culture marocaine. Si on passe, le public des Nasriwan, c'était un public qui obéissait moins au protocolaire. C'est une ambiance très vivace et tout cela aussi, cette proximité avec le public va aller dans le sens d'une mythologisation de Nasriwan. D'ailleurs, il y a tout un ensemble de dires qui ont circulé après la mort d'un des composants d'une personne de Nasriwan, Boujmia. Et on va la relation avec c'est un groupe, un fait culturel qui est né dans la ville, qui a une relation en quelque sorte, que ça soit avec l'autre occidental ou bien alter ego oriental, avec le même andalou, arabo-andalou, l'arabité et l'islamité, avec l'ici, ça veut dire il chantait une situation, un contexte, des données locales, et avec l'ailleurs, tout ce qui se passait à l'ailleurs. D'ailleurs, il ne faut pas qu'on oublie que cet effort qui a été montré par tout le phénomène folk, qui a su réhabiliter en quelque sorte et donner de la valeur à tout ce qui est tradition, à tout ce qui est patrimoine, et qui a beaucoup aidé Nasriwan aussi à se rapprocher de cette dimension-là. Et puis, il y a la relation avec le passé. Le passé, c'est la réinterprétation de ce patrimoine, et le présent qui est à recuser
et puis l'avenir qu'on ne peut pas entrevoir en dehors de cette tradition. Voilà un peu l'ambiance. Si j'essaye de comparer un peu ces données à ce qui advient à partir de 2000 au Maroc, je crois qu'on est toujours dans la ville. Mais cette ville, il se définit autrement. Aujourd'hui, on vit aussi, les jeunes, ils vivent l'errance dans la ville. C'est le cas aussi de Nestlrewan, mais avec une différence près, c'est que Nestlrewan, il se voulait en quelque sorte des troubadours adeptes d'une certaine poésie. Aujourd'hui, l'errance, elle est toujours là, mais la ville, elle est face à cette jeunesse. Il est en face de cette jeunesse et il y a une interaction en quelque sorte. On peut dire qu'il y a une extériorisation en quelque sorte de cet espace urbain pour qu'on puisse le dire, pour qu'on puisse le chanter, puisqu'on puisse le slammer, pour qu'on puisse le graffer, et ainsi de suite. Le public, il n'est aujourd'hui, c'est pas comme autrefois. Je crois que le public aujourd'hui, il n'est pas monocorde, il n'est pas monochrome. C'est un public divers et tant mieux. Et en plus de cela, on peut continuer un peu la comparaison au niveau de la relation avec le passé tel que je l'ai décrite comme une réinterprétation en dehors de laquelle aucun avenir n'est envisageable. Aujourd'hui, on trouve que par le fait que le mouvement s'inscrit et rencontre en quelque sorte la mondialisation, qu'il y a, je dirais mieux, l'universalisation, puisque c'est l'universalisation qui concerne en quelque sorte le fait culturel et artistique. Je crois qu'il y a davantage d'ouverture en quelque sorte sur l'universel. On est beaucoup plus orienté vers l'universel. On est inscrit dans l'instant, mais on n'est pas attaché à des valeurs. D'ailleurs, ce qui caractérise un peu tout ce qui se fait aujourd'hui par les jeunes au Maroc, c'est une certaine négociation, mais une négociation à travers laquelle on se détache en quelque sorte des valeurs d'autrefois et on essaye d'asseoir ses propres valeurs. Jusqu'à quel point tout cela est possible est une autre question, mais la différence, elle est criante à ce niveau-là quand on la compare à Nestlrewan. Et puis, aussi, il y a un dernier niveau de comparaison, c'est la relation ou bien le rapport avec les médias. Je crois que autrefois, on se souciait beaucoup on considérait que le passage par les médias était un passage obligé, justement parce que cette pluralisation, en quelque sorte, cette émergence plurielle de tous les mouvements de société, similaires en quelque sorte à Nestlrewan, n'arrivait pas avec toutes les déclinaisons berbères et autres, souffrait en quelque sorte de manque d'un outil langagier au travers duquel on peut formuler une culture nationale. C'est la langue. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette perspective. Les langues, ils sont plurielles, les frontières, ils sont baissées. Je dirais qu'ils se sont affaissés entre tout ce qui vient du passé et tout ce qui entre l'actuel, entre tout ce qui vient d'ici et ce qui vient d'ailleurs, entre le même et l'autre, donc
on n'est plus dans cette perspective. Je crois que même la relation aujourd'hui aux médias passe à travers d'autres canaux, et les médias, ils ne cessent de... je pense aux réseaux sociaux, je pense à plusieurs d'autres possibilités, mais on n'est plus dans la radio et la télévision monopolisées par les autorités officielles. Enfin, je voudrais partager avec vous quelques remarques sur ce que je viens de dire. Quand on parle un peu, quand on essaie de comparer les années 70 avec ce qui advient aujourd'hui, on ne peut pas éluder un peu la question de la continuité ou bien de la discontinuité générationnelle. Et ça, je crois que c'est un problème à débattre, c'est une question intéressante aussi à clarifier, à mettre dans l'espace du dialogue, car la question aussi de... Aujourd'hui, on vit une universalisation, on est davantage ouvert sur le monde, sur l'universel, orienté vers ce qui se passe dans le monde, mais n'empêche que ça pose la question aussi de que faire de cette relation avec le patrimoine. On est aujourd'hui, est-ce qu'il y a une éventuelle connectivité entre ce que nous produisons aujourd'hui, de la façon dont on se produit aussi aujourd'hui et tout ce qui nous arrive du passé. Et je crois que là, on est, que ça soit concernant un peu ce qui se fait depuis 2000 sur la scène culturelle et artistique, ou bien ce qui a été le cas, par exemple, dans le phénomène de Nasriwen, je crois qu'on est beaucoup plus face à quelque chose qu'on peut qualifier de frisson, de frémissement, qui est un état, une situation spasmodique, qui n'arrive pas en quelque sorte à s'installer en tant qu'acte culturel et à se traduire en termes de plaisir. Pour que ce plaisir advienne, il faut absolument qu'il y ait une routinisation, une ritualisation. Il faut qu'on pratique ce plaisir pour qu'il devienne quelque chose de quotidien et de fréquent. Mais aussi, il faut que les acteurs aussi soient accompagnés par une volonté politique, une politique volontariste, et aussi par les différents relais universités, médias, et ainsi de suite. Et la dernière chose, c'est il faut qu'il y ait une émergence d'une bourgeoisie aussi qui prend conscience un peu de l'intérêt de cette ouverture qui est en train de s'opérer aujourd'hui. Pour clôturer mon propos, je voudrais bien vous inviter à visionner quelques 3 minutes d'une expression théâtrale, le théâtre de rue, qui est fait dans le sens de se démarquer par rapport un peu à la politique des grands équipements culturels qui se fait dans le bricolage, mais dans le bricolage noble, ça veut dire cette possibilité d'emprunter, mais en ajoutant un sens local, mais c'est une bulle. Et pour qu'il y ait, et c'est ce qui se fait aujourd'hui au Maroc, il y a plusieurs bulles, mais ça pose après le problème qui se posera, c'est que comment connecter un peu ces bulles, comment un problème qui pose un problème de connectivité, on peut visionner. Je vous remercie. كاين امل ما بغيتش نتكهر بغيت
مسلم نصراني يهودي بوذي كحل بيض بنادم هكا داير. بغيت نعطيو السعادة اللي محتاج، ماشي نزيدو نطيحو عليه الطيب. بغيت ما نكرهو ما نحقرو حد. عندنا كبيرة وحدينا ممكن توكلنا حنايا كاملين، كل واحد عنده راسو فوق هاد الأرض. بغيت نعيشو حياة زوينة ولكن نسيناها. طبعا وسخ حبس رواح الناس، ختصنا في الدم وفي الميزيريا. طورنا الزربة بقينا حاصلين في ريوسنا، ثقفنا بلا قياس ولينا جاهلين. ناقصنا إنسانية. علاش ما كنحسوش ببعضياتنا؟ علاش كنهرسو ببعضياتنا؟ علاش كنخافو من بعضياتنا؟ علاش ندوات المرات تقولوا لنا اختي انتي غير مرة والهضره ماشي معاك؟ علاش كيقولوا لنا كحل الراس؟ علاش خاصنا الفيزا باش نقطعو بحال؟ علاش لكستريم دغوات ولكستريم غوش؟ علاش الحبس؟ علاش كيخلعوهم السوجي؟ علاش ما نقولوا ليهمش يعاودوها التعازيله كاع ويكتبوا في الدستور؟ يكتبوا في الدستور ما كاين والو خير من الامور. الحب ما كاين والو خير من الامور. 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 بغيو بعضياتنا، حسوا بعضياتنا، ما خافوش من بعضياتنا. ما كاين والو خير من الامور. كلشي معايا، ما كاين والو خير من الامور. 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 Je vous remercie. Merci. Et donc maintenant, on va essayer d'évoquer les débuts du boulevard et donc tous les tout débuts de l'émergence de cette nouvelle scène. Donc là, on parle de tout à fait des années 98-99 jusqu'à 2003. Donc je donne la parole à Momo et Hicham. Bonsoir. Tout d'abord, je crois qu'on ne peut pas parler du début du boulevard sans parler du contexte du début du boulevard. Les années 90, à Casablanca, il n'y avait plus de théâtre municipal, il a été rasé par l'ancien ministre de l'Intérieur de Hassan II. Les arènes de Casablanca, qui étaient magnifiques, qui était un vrai monument historique, où il y avait énormément de concerts aussi, a été rasé. Donc il n'y avait pratiquement plus d'espace pour accueillir les créateurs ou les artistes. Donc c'est dans ce contexte-là que nous, on est arrivés quelque part. Donc avec beaucoup de chance aussi, parce qu'à la fin des années 90, Hassan II est mort. Donc quelque part, ça a rendu service à beaucoup d'artistes, à beaucoup de gens. C'est malheureux, mais bon. Donc voilà, à l'époque, moi je travaillais dans une salle de théâtre à Casablanca. On avait quelques troupes de théâtre, mais on organisait rarement des concerts. Donc après, on évoluait tous les deux dans un milieu aussi, surtout de rockers, parce qu'il y en avait beaucoup. Enfin, il y en avait quelques-uns quand même. Et du coup, fallait trouver un espace pour ces jeunes-là, pour qu'ils fassent des petits concerts. Donc on s'est dit, bon, pourquoi pas, on leur a ouvert la porte du théâtre et on a commencé à organiser des premiers concerts de métal. Du métal. Il y avait des groupes vraiment de trash, c'était très extrême comme rock. Et à force, on s'est dit à un moment, bon, il faut bien qu'à un moment ou l'autre de l'année, on regroupe tous ces jeunes sur un tremplin à l'époque. On s'est dit, bon, un petit tremplin, ce serait bien pour les motiver à continuer et les motiver à avancer. Donc c'est de là que naît l'idée un peu du boulevard, c'est-à-dire en 1999,
On a commencé avec 2 jours, 12 groupes, c'est tout ce qu'il y avait. Et tout style confondu, on sélectionnait pas trop à l'époque. Il y avait du rock, il y avait un peu d'hip-hop aussi. Ça commençait, même si que ce soit dans l'hip-hop, dans le rock ou dans la fusion en général, la plupart des groupes chantaient déjà en anglais, très peu en arabe. Donc on a essayé de pousser sur les éditions d'après vers ça, c'est-à-dire que les groupes puissent s'exprimer en arabe dialectal pour essayer de toucher un maximum de monde. Et si vous voulez, en 2-3 ans, ça a très vite explosé, quoi. Même nous, on a été étonnés, il y avait une telle demande que dès la deuxième édition, on avait 400 personnes dans la salle, 1000 ou 2000 personnes dans la rue. C'est très vite, c'est allé très très vite. Et du coup, ils nous ont cassé les vitres de la salle, ça a fini L'année d'après, pareil aussi, ils nous ont cassé les vitres. Et du coup, la 4e année, on est sorti. En 2003, on est sorti, on a pris un stade. Donc l'année d'après, on a pris 2 stades et ainsi de suite. C'est dire qu'il y avait un tel manque de liberté d'expression, que ce soit dans le public ou chez les artistes, que ça a explosé. En 2005-2006, on tournait à quelque chose comme 100 000 personnes par édition. Donc on est passé d'une salle de 200 personnes à peu près par jour pour la première édition à 100 000 à la 5e, quoi. Donc c'est très très impressionnant. Donc si vous voulez, on peut... tu veux rajouter ? Par rapport à cette période, justement, les années 90, voilà, je vais le répéter, ça, à la base ça vient d'un milieu rock et métal, des groupes qui jouaient devant des petits publics de 50 personnes, 80, 100 personnes dans des salles de fête avec du carrelage. Donc vous imaginez un peu le son à l'époque avec la saturation des guitares, des amplis. Et donc c'est en 99 justement qu'on a réuni un peu tout le monde. Et la Folle a résolu un problème particulier qui est l'un des plus gros problèmes que l'artiste a en face de lui, un groupe, surtout un groupe de musique amplifiée qui est le lieu de répétition, un lieu où se poser, se réunir et travailler ensemble et se rencontrer et rencontrer aussi d'autres artistes, rencontrer un public. Donc c'était la Folle justement où au courant de l'année, donc bien avant le tremplin, donc il y avait au-delà des concerts, donc à l'époque, donc il y a eu quelques affiches qui sont passées. Il y a eu surtout aussi beaucoup de bœufs, beaucoup de jams, beaucoup de rencontres juste informelles comme ça. C'est ça qui a créé cette dynamique et qui a connecté beaucoup de jeunes artistes et qui a fait que beaucoup de jeunes qui étaient dans le public sont devenus, ont commencé à faire de la musique, qui sont aujourd'hui des groupes reconnus et qui tournent très bien. Donc voilà, la Folle a créé ce lieu, donc c'était un peu les murs, c'était la base qui a centralisé tout ça et puis développé cette dynamique petit à petit, donc autour principalement de la musique. Donc, et par la suite, il y a eu d'autres disciplines qui ont accompagné un peu voilà, la musique. Parce qu'on avait aussi des ateliers pour enfants, on a à peu près 1000 enfants qui venaient faire des ateliers à l'époque, de théâtre, de musique, de danse, il y avait du cirque, il y avait piano, guitare, tout ça. On avait 5 troupes de théâtre, il y avait un ciné-club, donc on a développé énormément de choses à cette époque-là. Jusqu'en 2003, bien sûr, où, comme l'a dit Dominique, on arrive à l'affaire des 14 musiciens. D'ailleurs, c'est l'affiche du dernier concert, ils ont été arrêtés juste après ce concert. C'est-à-dire c'est les 14 musiciens qui ont fait ces 3 groupes. Il n'y a que 2 batteurs qui ont échappé à la rafle, mais tous les autres, ils ont été arrêtés. Donc, et là, c'est une faute avec les 3 groupes mélangés. Donc, les 3 groupes Necros et Born Infected Brain. Et ils ont posé des questions même sur le nom des groupes. Donc, c'est ce moment charnière un peu, c'est le moment où tout le monde a été fédéré quelque part, c'est-à-dire autour des musiciens, autour du boulevard, autour des groupes. Et je crois que Reda est là, il peut témoigner aussi de ce moment-là, parce qu'on s'est retrouvés tous les 4 le matin où ils se sont fait arrêter, et on a lancé à partir de là et le collectif de soutien des 14 musiciens. Il y avait une 50aine d'associations dedans. On a contacté les organisations des droits de l'homme, on a alerté la presse internationale aussi. Il y a eu une très grande campagne de presse internationale, et après il y a eu 2 sittings, un devant le Parlement, un devant le tribunal. Il y a eu un concert de soutien, il y a eu même une grève de la faim. Donc si vous voulez, c'est vraiment le moment, c'est à partir plus ou moins de ce moment-là où on a commencé à parler de tout ce qui arrivait en utilisant le terme mouvement, quoi. Donc, alors qu'à l'époque, c'était des petits jeunes qui faisaient du bruit.
Donc c'est là où cette affaire-là est très importante par rapport, pour comprendre un peu ce qui est arrivé après et pourquoi il y a des gens qui ont commencé à parler de Naïda, de mouvement, de Movida. Parce que tu veux dire quelque chose? Oui, je veux dire quelque chose par rapport à ça, justement, parce que c'est vrai que ça a été important pour nous dans le sens où on n'était pas clairement politisé, on n'était pas dans une logique de... On était reclus dans notre univers musical avec la volonté d'ajouter une couleur musicale à un drapeau qu'on trouvait un peu trop uni, voilà. Et là, on nous attaque dans notre musique. Moi, je ne suis pas un métalleux ni rien, même s'il y a des amis qui étaient en prison et qui sont des membres de mon groupe, mais on s'est senti attaqué chez nous, c'est-à-dire qu'on a compris qu'à ce moment-là, pour être engagé, quand tu es engagé dans un système comme en Occident, enfin en France par exemple, tu vas sur le terrain de bataille et tu défends une cause. Et là, le terrain de bataille, on a découvert que c'était nous. Donc du coup, on ne pouvait plus reculer, c'était juste la défense. Et le jour où on a pris conscience que ce système-là était capable de te chercher jusque dans ton iPod, ça a pris une nouvelle tournure. Voilà, je voulais juste expliquer ça, vu du côté des musiciens, à quel point c'était facile de se mobiliser pour cette histoire-là, à quel point c'était important de le faire, et à quel point c'était révolutionnaire dans nos têtes de se dire « Waouh, on n'a rien dit, on n'a rien fait, on rigole avec eux pour le moment, on n'a rien dit de grave, et là vous me demandez de justifier ce que j'écoute chez moi ». Et du coup, c'est très important, je voulais juste compléter ça par rapport à ce que disait Momo sur cette affaire-là. La politique, c'est d'aller sur le champ de bataille, de s'occuper des affaires de la cité. Là, on a découvert que c'était nous, la politique. Voilà, c'était quelque chose qui était très brutal à vivre, même si, in fine, on parle de 3 semaines de prison, tout le monde a été innocenté. C'est peut-être pas vraiment marquant en termes de... Ils vivent bien, bon, mais ça a été important, vu de l'intérieur, comment on s'est fait... Comment nous, on a été attaqués sur... Qu'est-ce qu'on écoute? Voilà, c'était brutal, voilà. On s'arrête à 2003 et après la suite après. Donc oui, on va maintenant donc sauter un tout petit peu et passer à un moment où il y a eu la grande médiatisation, c'est 2006, etc. Et en même temps que cette énorme médiatisation, la multiplication soudaine, brutale et assez sérieuse des festivals. Hein. Donc festival partout, chaque ville avait son festival, etc. Et ça, c'est le travail qu'a fait Amina Boubéa dans sa thèse qu'elle vient de soutenir. Et donc, elle va nous parler justement de sa vision des festivals, de certains festivals qui sont devenus de dimension peu raisonnable, disons. Et voilà. Donc, à toi, Amina. Merci, Dominique. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, je souhaitais remercier Mahati de m'avoir proposé de participer à cette rencontre. Je suis très heureuse d'être là ce soir, devant une assistance assez nombreuse quand même, et de retrouver à cette occasion en plus plusieurs personnes que j'ai vraiment eu la chance de rencontrer au cours de mes recherches, que j'ai effectuées donc, depuis 2008, comme l'a dit Dominique, sur les festivals de musique au Maroc, d'abord dans le cadre de mon master et ensuite... dans le cadre de ma thèse. Donc j'ai travaillé sur les festivals, notamment sur le boulevard. Il faut savoir que le phénomène des festivals de musique au Maroc est très lié à la Naïda, et j'expliquerai pourquoi. C'est du coup l'événement qui se tient ce soir à Lima, et ce débat en particulier, enfin l'événement je veux dire sur le Maroc contemporain, et ce débat en particulier, c'est vraiment l'occasion pour moi de vous présenter les principaux résultats de ma thèse en rapport bien sûr avec la Naïda. Alors, Naïda, je vous demande ce soir Naïda à Lima. Alors, en tout cas, c'est pas la même ambiance bien sûr qu'au Festival Boulevard, mais voilà, je pose la question, et en fait, c'est ce qui va guider tout mon argumentaire durant cette présentation. Voilà, parce que c'était un peu le cri de ralliement, ce que m'avaient expliqué Momo et Hicham, c'était le cri de ralliement des artistes sur les scènes des festivals pour rallier le public à eux. Et voilà, c'est... malheureusement, Naïda ou Lama Naïdash, ce que je vais vous montrer, c'est comment on est passé de la Naïda à Nadet. Donc, je pense qu'entre-temps, il faut la conjuguer au passé. Alors, je procéderai en 3 étapes. D'abord, je proposerai une définition de la Naïda.
Ensuite, j'en viendrai à sa genèse, mais très rapidement, et à son évolution. Et enfin, je terminerai sur l'impact qu'a eu le printemps arabe sur ce phénomène. Alors, qu'est-ce que la Naïda ? C'est vrai que c'est un terme assez problématique, qui est souvent utilisé, je dirais, sans une véritable définition, notamment par la presse et les médias. Et Reda, tu m'avais dit au cours d'un de tes entretiens que tu m'avais accordé dans le cadre de ma thèse qu'on ne peut pas en même temps faire les choses et les analyser, même si on est bien sûr tenté de le faire. Et donc ce que je voulais dire, c'est que la Naïda, c'est la même racine étymologique d'abord que la Nahda, donc ce mouvement de renaissance arabe du 19e siècle. Comme a dit Dominique, donc ça veut dire se lever. Concernant la comparaison entre la Naïda et la Movida, bien sûr, comparaison n'est pas raison, mais je pense que les deux phénomènes sont assez similaires. La seule différence, c'est que dans le contexte espagnol, la Naïda s'est doublée d'un aboutissement et d'un changement politique, ce qui n'est pas le cas au Maroc, du moins pour le moment, malgré la tentative pendant le printemps arabe avec le mouvement du 20 février. Il n'en reste pas moins que ce phénomène a été bien réel. Et à cet égard, je voulais vous présenter un des résultats de ma thèse, puisque je suis allée interroger les festivaliers et je leur ai posé la question directement, est-ce que vous pensez qu'il existe une Naïda ? Et puis leur réponse était claire, puisque à 76%, ils m'ont répondu oui, il y a une Naïda au Maroc. Alors, comme l'a dit déjà Dominique et Hicham aussi, la Naïda a d'abord commencé à travers la musique, et notamment l'essor des musiques actuelles ou urbaines, donc rock, rap, électro, fusion. Et c'est ce qu'on a appelé la nouvelle scène, dont Oba Oba Spirit est d'ailleurs l'un des groupes les plus emblématiques. Dans un second temps, cette effervescence créative s'est étendue aux autres domaines d'expression artistique, le cinéma, la photographie, les arts du cirque, le théâtre, etc. Et en ce sens, pour moi, la Naïda est une créativité festivalière élargie. Et pour vous proposer une tentative de définition, je dirais que la Naïda est un mouvement artistique, social, culturel, qui est à la fois moderne, urbain et séculier. Donc moderne parce qu'il favorise des processus d'individualisation, urbain parce qu'il favorise des processus d'appropriation d'espaces citadins, comme l'a dit Abdelbaki, et enfin séculier, parce qu'à mon sens, il favorise une approche plus personnalisée, individualisée aux religieux, avec un apprentissage de la diversité et de la tolérance, dans une perspective qu'on appelle dans le milieu académique post-islamiste. Donc j'en viens à présent à la genèse très rapidement et à l'évolution surtout de la Naïda, et j'expliquerai comment on est passé de la Naïda à Nadat. Il y a eu 3 phases, les débuts alternatifs qui ont déjà été décrits et subversifs de la fin des années 90 jusqu'au tournant de 2003. Le tournant de 2003 qui a vraiment permis l'essor du phénomène. Et puis enfin, la dernière phase qui est la phase où la récupération a été la plus importante à partir de 2006. Donc la première phase est celle des débuts alternatifs, subversifs et underground, avec l'épicentre à Casablanca, autour de le boulevard, en salle. Et c'était une phase très rock et métal, comme vous l'avez dit. Mais il y a aussi eu le festival Gnawa et Essaouira, qui est jusqu'à aujourd'hui un festival partenaire et ami du festival Boulevard. Et pour moi, ce tandem a été vraiment fondateur de la Naïda, puisque le festival Gnawa, il faut le dire, lors des premières années, a donné une plus grande visibilité aux artistes qui remportaient le tremplin au boulevard. Concernant maintenant la dimension subversive de ces débuts, elle est visible notamment à travers la forme et le contenu de ces musiques,
Et puis là, je vous renvoie aux travaux très éclairants de Dominique, que je ne peux pas développer ici. Mais il y aura peut-être des questions après. Et puis, ce que je voulais vraiment souligner, c'est que la portée subversive de ces débuts, et même jusqu'à aujourd'hui dans une certaine mesure, est possible parce que l'art permet de véhiculer des messages de façon ambivalente, ambiguë et polysémique, ce qui n'est pas anodin dans un contexte comme le contexte marocain. La deuxième phase ensuite est celle de l'essor qui intervient avec le tournant de 2003 et le dénouement de l'affaire appelée à tort des 14 satanistes. Donc lorsque les 14 rockers sont libérés, cette libération a été perçue par beaucoup d'acteurs de la Naïda, et à juste titre d'ailleurs, comme une bénédiction royale pour le mouvement qui était en train d'émerger. Alors même en fait que l'affaire elle-même rendait compte des travers du système qui était à l'origine finalement de l'arrestation. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir une effervescence qui s'étend à tous les modes d'expression artistique de façon plus importante. Et c'est là aussi qu'on assiste aux premières éditions du boulevard en plein air. Donc on passe à une phase plus overground, je dirais. La troisième phase, donc, c'est celle à partir de 2006 de la cooptation progressive. Et elle intervient à travers une récupération à la fois médiatique, économique et politique. Alors la récupération médiatique a déjà été évoquée par Dominique à partir de 2006 avec la première vague de libéralisation des ondes radio et les télévisions qui ont suivi avec des émissions ciblant plus particulièrement les jeunes Marocains. La récupération commerciale intervient avec les annonceurs qui s'emparent à ce moment-là très rapidement du phénomène. Et donc là, on voit effectivement la Naïda associée à toutes les sauces, à des produits divers et variés. Et donc, cette récupération, là où je voulais en venir, c'est que cette récupération médiatique et commerciale est possible en raison, dans le contexte marocain, des enchevêtrements très forts entre le public et le privé, entre l'économique et le politique, et entre le secteur formel et le secteur informel. Donc on a véritablement un flou artistique en la matière, avec lequel les acteurs sont obligés de composer. Donc on a aussi les aléas de la bureaucratie, un secteur culturel très peu structuré et plombé par le phénomène du piratage. Voilà. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ces dysfonctionnements n'en sont pas en réalité, puisqu'ils font partie intégrante du système et du mode de gouvernement. Et voilà, les acteurs qui sont pris dans ce système et même les acteurs qui tiennent à leur autonomie ont beaucoup de mal à la préserver dans un tel contexte. Donc la conclusion que je dresse dans ma thèse à ce sujet, c'est qu'on a vraiment au Maroc une économie politique de la culture opaque et arbitraire. Et les débats notamment autour de la question des droits d'auteur qui ne sont pas respectés et la vigilance du boulevard jusqu'à aujourd'hui à l'égard de ses sponsors, qui est une attitude vraiment exceptionnelle sur la scène artistique marocaine, en témoignent. La récupération politique intervient en 2008 avec un nouveau tournant cette fois-ci, qui est symbolisé par l'arrivée de Mounir Majidi, secrétaire particulier du roi, à la tête du festival Mawazine à Rabat. Donc le festival prend à ce moment-là des dimensions inégalées. Voilà. Et le festival devient vraiment le festival de la capitale du royaume et en quelque sorte le festival du roi. Il concentre beaucoup de sponsors, publics comme privés, les médias nationaux et internationaux. Et dès 2008, on va avoir une panoplie de stars qui va venir au festival. Et là, on rentre dans un phénomène qui ressemble à de la distraction de masse, à de la spectacularisation, parce qu'il faut rappeler que les festivals au Maroc sont la plupart du temps accessibles gratuitement au public. Donc cette évolution du festival Mawazine est très symbolique du processus de récupération de la Naïda, qui perd de plus en plus de sa dimension subversive initiale, à laquelle vient s'ajouter une dimension légitimatrice consensuelle de plus en plus forte.
Cette récupération politique intervient à travers différents mécanismes. Donc il y a bien sûr le patronage du roi qui est quasi omniprésent. Il y a les présidents de festivals qui sont souvent proches du palais. Il y a enfin aussi et surtout les décorations et les dons royaux octroyés cette fois-ci unilatéralement suivant le principe du fait accompli à partir de 2008. Et notamment aux acteurs emblématiques et très populaires de la Naïda qui étaient restés jusqu'alors en dehors de ces mécanismes. Et peut-être même surtout en direction de ces acteurs-là qui tiennent et qui revendiquent leur indépendance et leur autonomie. Et donc j'en suis arrivée à la conclusion qu'au Maroc, on a véritablement une politique culturelle opaque et arbitraire, fondée essentiellement sur l'éphémère et l'événementiel, à défaut d'une politique culturelle transparente, démocratique et durable. Voilà. Et les enjeux qui expliquent ça, c'est qu'en interne, la Naïda favorise la cohésion sociale, un certain développement économique et touristique, et un sentiment de fierté nationale suivant un processus de réinvention de la tradition. Et les drapeaux que l'on voit soit dans le public, soit même sur scène, en particulier lors du festival Mawazine, en témoignent. Et il y a aussi les stars féminines internationales qui se présentent en caftan, par exemple, etc. À l'international, la Naïda véhicule, comme peut-être ici à Lima ce soir, une image positive de tolérance et d'ouverture sur fond de dialogue des cultures. Et c'est un discours qui tend, là encore, à relégitimer le pouvoir en place. La Naïda est alors source de soft power dans le cadre de la diplomatie culturelle marocaine en faveur d'un label Maroc. Ce qui est certain, pour ajouter une note positive, c'est qu'il y a une prise de conscience au Maroc, véritablement à tous les niveaux, de l'importance de l'art et de la culture comme levier de développement. Et ça, c'est sur le plan régional, c'est très important. Il n'empêche qu'à la fin des années 2000, on a une Naïda multipolitisée et affaiblie, ce qui apparaît très clairement dans le contexte du printemps arabe. Et j'en arrive à ma dernière partie sur l'impact du printemps arabe sur la Naïda. Donc au Maroc, on a une division, une radicalisation à la marge et un essoufflement de la Naïda. Et ce qui est paradoxal, malgré une très forte créativité artistique du mouvement du 20 février, qui va créer par exemple le festival Résistance et Alternative. Pourtant, rares sont les acteurs de la Naïda à sortir franchement du silence et à s'exprimer. Hoba Hoba Spirit, par exemple, vont sortir leur chanson Iradat al-Hayat, la volonté de vivre, en soutien au changement, tandis que d'autres artistes emblématiques de la Naïda vont s'exprimer contre le changement. Et cette division est très manifeste, notamment parmi les rappeurs. On va même assister à des duels de rappeurs entre partisans du changement et partisans du statu quo. Et on a en même temps une nouvelle génération qui émerge, qui est beaucoup plus explicite et radicale dans ses critiques du système. Et je citerai bien sûr l'exemple du rappeur Al-Haqed, le rancunier, qui a été emprisonné à plusieurs reprises dans ce contexte, et que j'ai qualifié dans ma thèse d'artiste organique du mouvement du 20 février. Enfin, on assiste aussi à un renforcement d'un rap islamiste, autour du concept très contestable et contesté d'ailleurs d'art propre. Toujours dans le contexte du printemps arabe, on assiste à une politisation accrue des scènes artistiques, non seulement au Maroc, mais dans toute la région. Et sur le plan musical, ça se traduit essentiellement à travers le rap, encore une fois. Donc on a de véritables icônes révolutionnaires qui émergent dans le rap, en Tunisie notamment avec El General, en Libye avec Ibn Thabit. En Syrie, c'est plus compliqué parce que la violence de la répression n'a pas permis aux artistes de s'exprimer très longtemps. Et puis on a en même temps des connexions sud-sud qui s'affirment progressivement. Par exemple, le rappeur Al-Haqed s'est solidarisé avec le rappeur tunisien Oued El 15 lorsque celui-ci a eu des problèmes avec les autorités. Voilà. Et plus récemment, on a eu à Rabat le festival Visa for Music qui agit également dans ce sens des connexions sud-sud.
Je terminerai en disant que dans toute la région, et contrairement à ce que l'on peut peut-être constater dans les démocraties occidentales, la culture reste encore très étroitement liée aux politiques. Et c'est en étant à l'écoute du champ artistico-culturel qu'on comprendra les changements à l'œuvre dans la région. Et en ce sens, la Naïda était pour moi clairement annonciatrice du printemps arabe. Et même si aujourd'hui c'est Nadat au Maroc, il y a des chances pour que ce soit Naïda ailleurs, peut-être en Tunisie par exemple. Voilà, je vous remercie de votre attention et je répondrai avec plaisir à vos questions. Merci beaucoup Amina pour cette analyse et toutes ces informations. Donc je repasse la parole à Momo et Hicham pour nous parler du boulevard et des développements en dehors du festival lui-même, plus large. Je pense que le micro marche. Donc pour revenir un peu justement un peu à le boulevard, au festival, un peu à la dynamique justement développée depuis 99. Donc tout à l'heure on s'est un peu arrêté à 2003 quand le boulevard est sorti en plein air, donc stade de rugby du Coq, avec un passage d'une salle de 400 personnes mais qui en prenait 800 à 1000 personnes en 2002. Et puis à partir de 2003, c'était des milliers de personnes, donc jusqu'à aujourd'hui, 2014, où on a passé la 15e édition du boulevard fin septembre. Et donc l'événement a grandi 2004, 2005, 2006, chaque année il prenait plus d'ampleur en matière de taille, de programmation, d'adhésion du public, donc par la suite des médias et des partenaires donc privés au public, mais aussi avec pas mal de soucis de reconnaissance, d'organisation un peu avec les autorités, avec la ville, un manque de soutien un peu de pas mal d'autorités compétentes, on va dire, de la ville, de la région, ministère de la Culture, etc. Donc c'est un festival qui est indépendant jusqu'au bout des ans, qui a continué à l'être. Donc, et le boulevard a développé au-delà de la musique pas mal de choses comme par exemple il y a eu beaucoup d'artistes, des vidéastes, des stylistes, des graffeurs, donc qui font partie de ce milieu, de ces communautés, aussi des skateurs, beaucoup de jeunes des sports urbains. Donc entourer ces milieux-là, donc et naturellement, donc c'est des choses qui ont été programmées, ajoutées un peu à la programmation du festival, qui se sont développées donc au fil des ans. En fait, c'est un modèle même économique qui est assez spécial au Maroc, parce que on a très peu de subventions publiques. Donc pendant plusieurs années, on a fonctionné qu'avec du sponsoring, avec de l'argent privé et du bénévolat. Donc on produit tout en interne, c'est-à-dire pendant que les autres festivals font appel à des agences de com, de prod, de tout, nous on fait tout en interne, c'est-à-dire les affiches, les spots télé, les spots radio, le programme, tout est fait en interne. Donc ça nous permet de réduire le coût au maximum, et c'est ce qui nous a permis aussi de tenir la distance. C'est-à-dire si on n'avait pas fait comme ça, on aurait arrêté peut-être au bout de la 5e édition. Donc on fait tout en interne, et puis on a réussi, depuis 4 ans aujourd'hui, on a ouvert le premier centre de musique actuelle au Maroc, ce qui n'est pas rien. Vous avez vu des images de studio, tout ça, c'est chez nous quand même, c'est pas rien, on est sur 850 mètres carrés. Donc on a entre 40 et 50 groupes qui répètent par semaine dans ces locaux-là, qui sont entièrement équipés. On a 1-2 concerts par semaine. On a une dizaine de formations par an sur la scénographie, l'écriture. On fait des formations aussi pour les ingénieurs du son, sur la production, sur les droits d'auteur, sur les contrats. Donc c'est énormément de choses qui se passent dans ce lieu-là, et c'est un vrai lieu de vie. C'est-à-dire que les artistes se sont appropriés ce lieu-là, et c'est leur espace. Autant que le festival aussi, c'est leur festival. C'est-à-dire que si on a besoin d'un coup de main, les artistes vont venir donner un coup de main. Tous les gens qui gravitent autour vont venir donner un coup de main. Donc ça, c'est très important, parce que c'est un état d'esprit. Et moi, je ne suis pas d'accord forcément avec Amina sur le fait que
que Naïda, mais Manat, ce genre, c'est fini. Nous, on n'a jamais arrêté, hein. On trime toujours autant qu'avant. Je ne vois vraiment pas. C'est des gens qui ont commencé à dire ouais, Nat, après ils se sont dit non, c'est pas Naïda. Alors que nous, c'est la charge de boulot, elle est même deux fois plus. On a autant de public qu'avant. Je vois vraiment pas pourquoi. C'est juste c'est comme quelqu'un qui se monte la tête tout seul et après il se calme tout seul. Nous, on regarde. Nous, on est plus. Sérieusement. On a vécu ça avec Areda aussi, il connaît ça, c'est-à-dire à un moment tout le monde est arrivé, Oba c'était pareil, tous les analystes, les penseurs, les chercheurs, les journalistes, tout le monde est arrivé d'un seul coup et tout le monde a commencé à dire ouais ça va péter, mais non, mais pourquoi vous voulez que ça pète? 20 février, ouais ça va péter, mais non, pourquoi vous voulez que ça pète? Donc du coup, sérieusement, enfin je sais pas, bon. Donc qu'est-ce qu'on... Moi, par exemple, sur la scène artistique, sur la scène musicale, il y a eu un moment un essoufflement plus au niveau de la créativité, au niveau des groupes. Oui, ça oui. Jusqu'à aujourd'hui, par exemple, c'est les leaders un peu qui sont là depuis 10-15 ans. Il y a eu un renouveau. Il y a eu pas mal de groupes seconde génération, on va dire, qui sont en train de monter. Il y a un groupe très intéressant. Mais il n'y a pas quand même la même qualité ou la même effervescence créative que les premières années. Je pense aussi que c'est une question qui se fait, c'est une dynamique qui se développe toute seule. C'est aussi une autre génération qui est en train de monter, donc peut-être, voilà, il y a... De toute façon, on le voit même dans les groupes qui répètent chez nous, ils sont de plus en plus jeunes, il y a une très grande maîtrise technique, beaucoup plus que les groupes d'avant, du début. Par contre, il manque un peu de créativité, mais je crois que ça va arriver aussi avec le temps. Ça va arriver aussi avec le temps. Mais en tout cas, nous, ça ne nous empêche pas de travailler et de nous diversifier. C'est-à-dire, vous avez vu aussi les fresques monumentales, et on fait beaucoup de graphes, beaucoup de street art aussi. On fait du théâtre, des matchs d'improvisation, il y a du cirque, donc on part un peu mais en même temps, dans tous les sens. Mais en même temps, il y a juste une chose quand même. Tout à l'heure, on parlait du problème majeur des groupes, qui est le problème structurel, qui est le manque de lieux, le manque d'espace de répétition et de diffusion. Donc 15 ans après, c'est toujours le même problème. Même si 15 ans après, le paysage artistique a changé, en tout cas vu de l'extérieur, en apparence, parce qu'il y a beaucoup de festivals, il y a de gros festivals, ce que tu disais justement, un peu le résumé que tu as fait, Amina. Mais on parle de gros événements, mais il n'y a pas une dynamique qui s'est développée. Aujourd'hui, à Casa, par exemple, une ville de 6 millions, 7 millions d'habitants, les groupes y trouvent les mêmes problèmes qu'il y a 15 ans à trouver un lieu où se brancher et travailler. Le Boultec qu'on a ouvert en 2009, pour nous, la question d'urgence à résoudre, c'est d'abord créer des studios, pas d'enregistrement, mais de répétition, des lieux qui sont ouverts jusqu'à tard le soir, jusqu'à 23h, tous les jours, où un groupe peut appeler, réserver un créneau horaire et venir avec son matériel et répéter, en tout cas avec sa guitare, basse, etc. Le reste du matériel est sur place. Donc, il y a un manque alarmant de lieux comme ça. Il n'y en a pas à Casa, il y a le Boultec. Il y a des petits lieux qui sont en train de se faire. Voilà, il y a une fondation ça va arriver, mais c'est quand même très lent, parce que dans les autres villes, Tanger, Agadir, Tiznit, Oujda, Meknes, il n'y a pas de dynamique locale, petite, de petits événements, de petites structures qui travaillent plus dans le local et qui offrent aux artistes, aux jeunes artistes, un début de chemin, un débouché pour jouer, pour montrer un peu, pour travailler, pour se rencontrer, pour produire des choses. Et même si en apparence il y a beaucoup de choses qui se développent dans la culture, dans la musique, mais ce qui manque, c'est vraiment le plus important, c'est la structure, c'est le squelette. Et ça, il n'y a pas eu beaucoup de développement. Donc, au final, on peut très vite faire le tour du milieu musical. À Casa, il n'y a pas de lieu de diffusion, il n'y a pas de lieu où il y a une programmation régulière. Et on parle de notre festival, de notre dynamique le boulevard, mais c'est pas normal qu'il y ait juste
par exemple, un seul festival qui soit, ou une seule équipe, ou une seule communauté qui soit un peu sur cet axe-là. Il faut qu'il y en ait un vrai milieu musical, par exemple. C'est un milieu où il y a une diversité des intervenants, où il y a une complémentarité, où il y a une concurrence aussi, où il y a en tout cas beaucoup d'intervenants. C'est ça qui crée cette richesse et qui crée voilà, d'autres débouchés pour les artistes. Sinon, à un certain moment, ça tourne en rond. En fait, on est tombé, le Maroc en général est tombé dans le piège des festivals, c'est-à-dire il y en a énormément, mais personne ne fait le travail de fond. C'est-à-dire on est pratiquement les seuls à faire ce travail-là. Les autres, c'est comme des épiciers. Ça veut dire ils ouvrent le rideau une fois par an, pendant 3 jours, une semaine, et après ils referment et salut à l'année prochaine. Alors que c'est pas de ça qu'on a besoin, c'est pas des festivals dont on a besoin. C'est bien, mais il faut plus. Mais il y a besoin de travail de fond, il y a besoin d'espace de travail à l'année. C'est ça le problème, je crois, aujourd'hui. C'est ça l'handicap aujourd'hui. C'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de créativité. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas ce travail-là. Ce travail-là n'a jamais été fait. Il y a une journaliste qui m'a demandé pendant le boulevard cette année, elle m'a dit comment est-ce que vous pouvez définir le boulevard ? Et je dis écoutez, il y a Mawazine c'est le plus grand, Essaouira c'est le plus beau, le boulevard c'est le plus utile. Donc c'est tout. C'est pas mal, je suis fier de moi, j'ai trouvé ça. Mais oui, les festivals sont quand même utiles, mais largement pas du tout suffisants. Il y a 15 ans, les raisons pour lesquelles aussi on a fait le boulevard, et notre rêve c'était d'organiser un concert, de voir des musiciens jouer, de se brancher, de jouer. Il n'y avait pas de scène avant, il n'y avait pas de culture de live. Là il y a un changement parce qu'il y a des scènes un peu partout dans le Maroc, et ça on peut voir des groupes de grands artistes, de jeunes artistes sur des scènes, mais c'est pas suffisant, il faut le travail sérieux maintenant. Après quand même un certain temps, c'est de vraiment rentrer dans le Maroc, dans le sérieux, c'est de créer, de produire. Il faut qu'il y ait des lieux. Je pense qu'il faut quand même parler un peu d'un projet. Peut-être certains ont entendu parler de ce projet qui est les abattoirs, les anciens abattoirs de Casa, c'est un très beau lieu de 5 hectares. Il y a certaines images aussi des abattoirs, parce que c'est là-bas qu'on fait le tremplin. C'est là-bas, voilà, on fait une première partie du festival. Donc les abattoirs, c'est un vieux bâtiment qui date de presque 100 ans. Très très beau bâtiment, très belle architecture. Et donc les abattoirs, voilà, c'est ce lieu, c'est une partie justement des abattoirs. Et donc ils ont arrêté de fonctionner en 2003. Et puis il y a eu des petits projets d'essais de reconversion en friche culturelle, mais c'est à partir de 2009 que voilà, sous l'initiative de la ville, on s'est réunis, plusieurs opérateurs culturels indépendants, des petites structures de la ville de Casa, dont la plupart, comme nous, ne voulaient pas travailler avec la ville ni avoir affaire avec la ville de Casa, mais n'empêche que la question était importante, c'est-à-dire d'investir ce lieu, les abattoirs, et de travailler pour faire en sorte que ça devienne une friche culturelle qui fonctionne. Et donc il y a eu vraiment pas mal d'actions en 2009, et on a tous organisé les transculturels des abattoirs, événements multidisciplinaires qui réunissaient les gens de l'image, des arts visuels, du théâtre, du cinéma, du stylisme, de l'architecture, de la mode et de la musique, et autres aussi, du graffiti aussi. Et on a fait un bel événement en 2009, mais c'était le seul. Par la suite, c'était très difficile de fonctionner. Les gens de ce collectif, on a eu une politique juste pour l'instant provisoire de remplir le lieu, de faire un maximum d'événements aux abattoirs pour ne pas le laisser se faire cannibaliser par les promoteurs immobiliers qui lorgnent dessus depuis des années. 5 hectares. 5 hectares et bon. Maintenant, et ça prend, c'est un projet qui met beaucoup de temps à monter parce qu'il n'y a pas une grande volonté politique, il n'y a pas une grande volonté, il y a une volonté un peu floue de la ville qui ne veut pas signer sur plusieurs années. Donc il y a eu quand même une fatigue générale des membres de ce collectif qui chacun déjà a ses projets, ses structures, comme nous on a le Boultec, le Boulevard et d'autres festivals comme le Boulevard Doc. Et donc voilà, il y a beaucoup de pertes de temps, beaucoup de gâchis. Et au final, quand on touche les questions de fond qui sont liées par exemple aux structures, ça n'avance pas. Donc aujourd'hui, c'est ça aussi qui peut expliquer une partie du problème de l'essoufflement, du manque aussi de développement de cette scène musicale ou culturelle d'une manière générale.
Voilà. Merci. Voilà. Et donc là, maintenant, on va laisser la parole de la fin à Reda Al-Lali, qui est en tant qu'artiste et aussi en tant qu'analyste, bien qu'ils disent qu'il ne fait pas les deux, en fait, je pense qu'il fait les deux, tout à fait. Bon, à lui la parole sur ce qu'il a envie de dire sur cette question. Ben, ça va être un peu décousu parce que je vais... Comme a dit Momo, c'est venu dans un moment, il fallait un peu imaginer ce que c'était que le début des années 2000, il y avait pas d'internet, quelques radios très liées au système pour aller vite, pas d'accès aux médias, et quand on allumait la télé, on trouvait des artistes qui nous agaçaient, mais vraiment qui nous agaçaient. Vous avez parlé beaucoup de Riwen, on s'est accroché à ça, c'était le truc qui n'était pas ringard. D'abord, c'était un groupe, c'est pas un chanteur qui fait le beau gosse comme ça en costume, il était lié à ses musiciens, donc c'était ensemble devant le public, c'était une image qui nous plaisait, qui nous rappelait ce qu'on aimait comme musique, vu qu'on écoutait beaucoup de rock. Donc tout simplement, on est rentré dans cette scène-là en n'imaginant pas un instant que 10 ans ou 12 ans après, on allait en débattre comme ça. C'était vraiment spontané. C'est très difficile aujourd'hui ensuite d'analyser, mais il y avait un énorme enthousiasme. Ceux qui ont vécu les premiers boulevards ou les premiers festivals des Saouira savent de quoi je veux parler. C'était incroyable. On avait l'impression que tout était possible. Voilà. Et c'est là où je vais peut-être faire la synthèse entre les deux, entre le fait que c'est retombé, oui, c'est retombé, mais des gens ont continué à bosser. Voilà. Oui, Momo fait toujours des boulevards, Roba fait des albums, mais c'est clair qu'on n'est plus dans la même énergie. Autour de nous, on sent bien qu'on n'est pas porté par ce qu'il nous a porté. Et si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on était là hier. Quelqu'un qui démarrera aujourd'hui, c'est pour ça que je ne suis pas tellement d'accord avec Momo, trouvera beaucoup plus de difficultés, quel que soit son niveau technique et quelle que soit sa créativité, parce que c'était un moment, il y a eu une ouverture, on a eu de la chance, il y a eu l'Internet qui est arrivé, les radios qui sont arrivées, les gens avaient besoin d'exploser, et aujourd'hui, le contexte est très différent. On parle de... Il faut qu'on sorte un peu du monde de la musique et qu'on comprenne pourquoi ça s'est retombé. Premièrement, on ne peut pas tout faire tout seul. Le problème des droits d'auteur, on ne peut pas le régler. On ne peut pas le régler. Si un musicien est obligé de galoper sans arrêt pour essayer de faire tourner la marmite, quand il arrive à 30 ans, qu'il a une famille, et que ses disques passent à la radio et qu'il touche zéro, je veux dire, vous pouvez faire le calcul comme vous voulez, à un moment vous arrêtez, vous allez travailler dans un call center. C'est-à-dire qu'au Maroc, on a des groupes qui splitent, qui sont en état de succès populaire. C'est une anomalie. C'est-à-dire que normalement, il y a tous les jours dans le monde des groupes qui splitent, c'est normal, c'est une carrière difficile, c'est pas le fonctionnariat, mais en général, quand ça split, quand ça s'arrête, c'est que ça marche pas. Là, ils peuvent remplir des salles, mais ils vont privilégier, et c'est légitime, on ne peut pas leur en vouloir. Ça, c'est pas à nous de le régler, c'est nous qui n'avons pas été capables également de nous organiser pour être une vraie force en face des institutions qui allaient régler ce problème de droit d'auteur. On n'a pas su le faire, c'est comme ça, on va toucher à quelque chose qui est dont je suis très profondément convaincu, c'est la complexité d'organiser une action collective dans notre pays où l'égoïsme a été injecté en intraveineuse à 30 millions de personnes, pour des raisons politiques. Voilà. Ouais, maintenant, on n'a pas tout foré quand même. Il y a des questions qu'on se posait il y a 10 ans qui étaient un peu dérangeantes. On les a posées avec beaucoup de naïveté. Les gens, il y a eu beaucoup de réactions qui nous ont surpris, y compris négatives. On ne comprenait pas où était le problème dans ce qu'on réclamait, par exemple, d'avoir des films qui nous parlent comme nous on parlait dans la rue. On ne comprenait pas très bien pourquoi les gens étaient choqués par notre langage alors qu'on était polis. C'était juste le langage des Marocains. Le langage qu'on utilisait dans notre maison, on le portait sur scène, ça a choqué des gens et on ne comprenait pas pourquoi. Bon, aujourd'hui, ce problème d'identité des langues, il est national. C'est un débat. On n'est plus dedans, mais moi je suis content de voir que beaucoup de questions qui ont été posées par ces groupes-là, l'éducation, il y a beaucoup de groupes qui ont posé des questions qui étaient perçues comme une façon de gratter la société dans un environnement où l'art était fatalement le beau, le joli, améliorer un moment. Nous on était dans le modifier le moment, avoir un lourd impact dans ce qui se passait. C'était inconscient, mais différent de l'usage, en tout cas de l'image qu'on recevait dans les médias des musiciens, etc. Donc, qu'est-ce qui a encore été dit voilà, mais on a très vite, ouais, ça je voulais dire aussi, on a très vite rejeté ce mot de Naïda, parce que bon, nous on l'a dans un morceau en 2003, pas en 2006. On l'a très vite rejeté parce que, bon, c'était ridicule le niveau de récupération qu'il avait. On voyait qu'il englobait des gens qui n'avaient rien à faire ensemble. D'ailleurs, la suite l'a prouvé. On ne se sentait pas proche de ce qu'on mettait dans cette étiquette. Et en plus, on avait l'impression d'avoir ouvert une porte en prenant quelques coups pour que des gens puissent rentrer, en profiter.
qui n'étaient pas vraiment les modèles d'intégrité. Je vous laisse... J'ai assez d'ennemis comme ça. Hein. Qu'est-ce que je... Ben, je sais pas, moi je... Ouais, alors maintenant, si vous voulez parler de musique, parce qu'on parle très peu de musique, mais au niveau musical, un mouvement, c'est quoi? C'est 3, 4 ans. Après, c'est normal que ça s'arrête. Il n'y a pas un mouvement qui dure 20 ans. Il n'y a que la chanson marocaine, comme ils disent, des années 70, qui doit durer 20 ans, parce que c'est sous perfusion. Mais ça n'existe pas un mouvement qui dure 20 ans. Le punk, c'est 77, 81, 82. Après, ça ne veut pas dire que Clash ou Pistols font pas des albums en 85, mais ça veut dire que la substance, elle est là au début. Ensuite, elle est pompée par la machine capitaliste pour en sortir les symboles et en vendre des choses. Le problème au Maroc, on n'a rien à vendre. Donc on a juste pompé et rien vendu. Je m'explique concrètement, je me rappelle très bien du grunge de Nirvana. Très vite, dans un magazine de mode féminin, premier album de Nirvana, c'est 91, le décès de Kurt Cobain, c'est 94, donc on parle de 3 ans. Mais au bout d'un an, il y avait à la une d'un magazine féminin les chemises à carreaux, la mode grunge, etc. Donc ça va très vite aujourd'hui pour un mouvement de le vider de sa substance et d'en faire une coquille vide, et pour le punk de réduire un mouvement artistique à des pins, à des machins, etc. Donc la machine aujourd'hui, pour moi, capitaliste, elle va beaucoup plus vite que dans les années 70. Donc à la limite, moi, ça ne me choque pas qu'on parle que si on prend Naïda comme un phénomène musical qui soit aujourd'hui vidé de sa substance, c'est normal, les gens sont de plus en plus efficaces. Mais pour vider de sa substance, il faut injecter de l'argent. Nous, on a juste été vidés de notre substance. Maintenant, qu'est-ce qui... Ouais, j'ai parlé de... Ben voilà, moi j'ai fini en fait. Je ne sais pas si vous voulez venir, j'ai plus rien à dire. Bon, alors donc je pense que là maintenant c'est le moment des questions, c'est ça? Ou des commentaires? C'est moi qui distribue la parole ou c'est vous? Oui. Donc voilà. Bon, merci pour cet exposé très divers. J'avais une question, plutôt une demande de précision à Reda concernant l'économie de la musique aujourd'hui, parce que j'ai discuté un peu avec lui, il se trouve que je le connais un peu, et il m'a un peu expliqué comment ça se passait, qu'il n'y avait pas encore réellement de professionnalisation, qu'un musicien peut difficilement vivre de sa musique au Maroc aujourd'hui, et que eux, en tant qu'Oba Spirit, ils avaient trouvé un système de fonctionnement qui était très original. Est-ce qu'il peut en parler? Lequel? De quel fond? La tournée dont tu m'avais parlé. Ah oui, en fait, très, très clairement, tout ce qu'on peut produire d'enregistré ne rapporte pas un dirham, mais il en coûte beaucoup. Enfin, un des plus beaux succès qu'on a eu, c'est que maintenant on a un certain carnet d'adresses qui nous permet au moins de ne pas payer les studios, mais autrement, jamais, depuis le début du groupe, on a fait 6 albums, jamais ça a été... Enfin, on n'essaye même plus de les vendre, hein, c'est réglé ça. Mais c'est un problème. Donc c'est des concerts. Il y a 2 types de concerts. Il y a les concerts où on vous invite, donc vous attendez que le téléphone sonne. Et ça a été évoqué, mais on va aller plus loin. En fait, finalement, même s'il y a beaucoup de concerts, on arrive à 3-4 décideurs. Hein. Si vous leur déplaisez, il y a 50 dates, mais c'est 3 personnes. Hein. C'est réglé. Donc on peut vite être mis en ligne en détruisant l'agenda. Maintenant, ce qu'on voulait faire, nous, parce que là où, ça revient sur le rewind, là où le paradoxe, il est où? Il est qu'on parle des années 70 où Nestle Rewind était capable de faire une tournée. Ils s'appuyaient sur quoi? Ils s'appuyaient sur les cinémas. Ces cinémas, aujourd'hui, à cause du piratage, ils sont fermés. Donc aujourd'hui, on n'a même pas de salle dans les villes moyennes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a organisé 2 tournées en faisant appel à des sponsors. Un sponsor de téléphonie qui nous a suivis là-dessus. On a organisé nos propres tournées, on a tout fait, la production, la sécurité, le son, la logistique, etc. Et le problème numéro 1 qu'on avait, c'était les salles. Pourquoi? Parce que ces salles qui servaient de soutien au Rewind, à ce groupe Al-Mshahab, Gilles Gilel dans les années 70, des cinémas accessibles, pas chers, qui étaient vraiment des lieux de vie du quartier, sont fermés. Donc du coup, on se retrouve à jouer dans un espace pour exhiber les bovins ou bien dans une salle de mariage, etc. Donc on est aujourd'hui, pour te répondre, il n'y a pas de musicien marocain qui vit de sa musique, ça n'existe pas. Il n'y a pas suffisamment d'occasions de jouer pour pouvoir faire tourner la marmite, très simplement. Les droits d'auteur sont toujours bafoués. Il y a l'ouverture à l'international sur lequel il faudrait plus travailler. Hoba, notre groupe, a eu la chance de beaucoup jouer en Europe et en Amérique du Nord, et on a pu avoir beaucoup de concerts à l'étranger, mais globalement, pour moi, c'est le gros échec de cette génération, c'est d'avoir été incapable de s'organiser collectivement pour être en mesure d'assurer aux gens un minimum d'industrie. Voilà. Tout cela étant dans un contexte mondial où l'industrie du disque est détruite.
mais chez nous, elle est doublement détruite. Pour compléter un peu rapidement ce que Reda vient de dire, à Casa, il y a 15 complexes culturels, c'est des petits théâtres qui dépendent des communes. Ouais, avec des qui, sièges nous, on a organisé quelques concerts dans le complexe Zevzev, par exemple, dans le quartier du Ma'arif, Sidi Bliot, Touria Sqat à l'époque. Et on connaît très bien tous ces gens-là, les équipes. En 15 ans, là, vite, tu fais le tour et tu connais tout le monde. Et on s'est vu ces dernières années refuser à chaque fois de faire, enfin, quand on voulait faire un concert dans l'une des salles, c'est pas un refus au fait officiel. On te dit ni non ni oui. On te laisse attendre. Il y a des complications. Et ça, c'est des gens avec qui on travaille, qu'on connaît, on comprend pas. Et puis, une fois, on m'a dit comme ça, à côté, non, mais Ma'arif, on ne peut plus faire de concert depuis que le concert là, de Hoba Waspirit, il y a le public a tout cassé, ils ont même cassé la porte du premier étage, ils sont rentrés. Donc, en fait, et puis les gens, c'est le parti qui gérait, qui était élu dans ce quartier, donc qui gérait la commune, n'est pas très chaud pour le hip-hop. Enfin, le hip-hop, c'est aussi le heavy metal pour ces gens-là. Ces musiques actuelles ne passent pas. Aujourd'hui, nous, on a des difficultés pour organiser des concerts dans les salles, dans le centre-ville à Casa ou dans les autres quartiers. Je parle de la structure du boulevard qui est reconnue, qui est connue, qui est bien installée. Donc imaginez pour une association de jeunes musiciens ou tout simplement une jeune association qui monte, qui essaye d'organiser un concert, un petit spectacle, ou juste trouver par exemple le récépissé pour faire son... par exemple, officialiser les statuts de l'association. Donc voilà, il y a énormément de pertes de temps qui, à un moment, découragent les personnes à faire quoi que ce soit. Donc maintenant, pour les musiciens, pour vivre de leur musique, je pense beaucoup se tournent, essaient de développer quelque chose plus à l'étranger qu'au local. Oui. C'est fabuleux. Au nom de quoi on ne voit rien en France de tous ces festivals qui se passent au Maroc? On nous rabâche de Lady Gaga, de tout ce qui se passe aux États-Unis, etc. Mais quand je vois ce que vous réalisez au Maroc, mais c'est fabuleux. Or, si vous ne vivez pas bien, c'est parce que la culture arabe, il ne faut pas en entendre parler. Ah, moi, je vais vous répondre. C'est terrifiant. Moi, quand je vois ce que vous faites, tous ces jeunes qui sont là, les dessins, je trouve ça fabuleux. Comment ça se fait qu'on ne les voit pas en France? Moi, je vais vous répondre. Mais on a normalement un terrain d'exportation naturelle, ne serait-ce que parce qu'on partage la même langue, qui est la France. Ce serait normal d'ailleurs. Et effectivement, c'est un canal qui ne marche pas, je vous le dis gentiment. C'est plus produit aux États-Unis, en Belgique, en Espagne, en Italie, en Scandinavie qu'en France. Il y a un canal qui est bouché, je ne saurais pas vous dire pourquoi, madame. Il est naturel. Nous, nos politiques se font dans les grands palais de ces messieurs à Marrakech. Non, mais il n'est pas question que le Maroc bouge. Il n'y a pas d'interface, il n'y a pas de gens qui vont s'interposer entre une salle de concert qui voudrait programmer un groupe et le groupe. Je ne cherche pas, il n'y a pas de responsable ou de volonté de bloquer d'une part ou de l'autre. Il y a juste des canaux qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas, ou qui marchent dans un sens, c'est-à-dire qu'on reçoit beaucoup d'artistes français. Ça, c'est vrai, oui. Mais je le dis, et c'est anormal, je le dis tranquillement, c'est anormal qu'on soit capable de tourner un mois aux États-Unis et que les dates françaises se fassent au compte-gouttes, et on a l'impression à chaque fois en forçant des portes. Mais je n'ai pas de réponse, mais je suis d'accord avec vous, il y a quelque chose qui ne va pas, ouais. Mais même à Berlin ou partout, on ne voit pas. On ne voit pas. À la rigueur, aux États-Unis, mais normalement, vous devriez être... c'est fabuleux ce que je vois. Enfin, il y a des choses formidables. Vous devriez être invité, vous devriez vivre. Moi, on vous vit avez bien, du talent, merde alors. Non, on vit, alhamdoulilah, on est bien. On est un peu dramatisé, alors on est heureux. C'est pas dramatique. Hein, c'est pas dramatique. Une autre question, commentaire. Oui, là. S'il vous plaît. Je vous rappelle qu'il y a la projection du film Casanaïda tout à l'heure à 21h, si vous voulez, en bas à la tente. Hein? Je désirais savoir si la Naïda concerne autant les hommes que les femmes, parce qu'il m'a semblé que, autant au point de vue du public
que des artistes, c'était essentiellement masculin. Je viens de faire la remarque à Hicham, il a mis des photos où on voit que des mecs. Je dis, t'en as pas. Parce qu'il a mis les premiers rangs, c'est physique au premier rang. Non, non, il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus dans le public. Avant, le problème qu'on avait, surtout pour les filles, c'était que la journée, parce que le festival, c'est toute la journée et le soir. Donc la journée, il y avait beaucoup de filles, et le soir, à partir de 7h, 8h, les filles, elles se barraient parce qu'elles ne pouvaient pas rester trop tard dehors. Et même ça, c'est en train d'évoluer. Donc sur les 3 dernières éditions, on commence à avoir beaucoup de filles, même le soir. Donc, et sur scène, c'est un peu pareil. Cette année, on avait des groupes où il y avait des filles, que ce soit dans le hip-hop, que ce soit dans le rock. Donc c'est en train d'évoluer tranquillement. Donc moi, en tout cas, je ne me fais pas de soucis. La tendance est en train de se renverser par rapport aux années 2005, 2006, où il y a eu une montée de l'islamisme un peu dans la société. Là, j'ai l'impression que ça régresse un peu et que ça se libère à nouveau et tranquille, quoi. On a fait une tournée de 4 concerts pour les filles. C'est une expérience extrême. Ouais. Non, je vous assure, parce que en fait, ce qu'a essayé de dire Momo, qui n'est peut-être pas très clair, difficile à expliquer en 1 minute, je ne sais pas si vous allez comprendre, c'est que globalement l'espace public marocain, il est masculin. Il est masculin, c'est-à-dire que l'espace sortir comme ça le soir, il y a des problèmes de sécurité, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et quand ces concerts ont lieu avec que des filles, ça a donné lieu à autre chose, quoi. Là, c'est quelques images du tremplin du boulevard qu'on fait aux abattoirs. Une autre question, réaction? Oui. Merci, bonsoir. En fait, Hicham, tout à l'heure, on en a parlé, c'est un lieu mythique qui est les abattoirs de Casablanca. Moi, je suis né à Haïm Ahmadi, donc pas très loin de Moulay Sherif, donc voilà, c'est dans cette dynamique-là de ce mouvement pas de révolte, mais voilà, on choisit pas là où on est, quoi. Enfin, bref, les abattoirs. Bon, quand j'ai vu ça au départ, depuis chez moi, depuis la France, là, donc je me suis dit, tiens, c'est pas mal, ça bouge, enfin, les gens commencent à avoir une friche culturelle, etc., comme ici, comme le 104, par exemple, à Paris, comme d'autres endroits en Espagne et en Italie, des ex-abattoirs transformés en lieux culturels, c'est pas mal. Mais quand j'ai vu le mouvement, enfin, ce qui s'est passé l'année dernière, la municipalité voulait transformer ça en parking. J'ai vu les photos, etc. Cette provocation, parce que entre nous, je peux le dire tranquillement, à même pas 50 mètres, il y a le tramway qui passe. C'est vrai que c'est un terrain pour un promoteur, ça vaut vraiment le coup. Mais je le dis tranquillement, un jour ou l'autre, ça disparaîtra. Hélas, le regret que j'ai, c'est que c'est vraiment regrettable qu'au Maroc, il n'y a pas de culture, il n'y a pas un projet culturel pour ce pays-là, il n'y a pas une définition, il n'y a que des festivals qui rapportent de l'argent, où on dépense des millions d'argent et on dépense de l'argent sans retour, sans un travail de fond, comme disait Momo tout à l'heure, c'est regrettable, quoi. Et quand je vois ce lieu-là, où les associations, déjà, on n'arrive pas à leur donner, enfin, ils n'ont pas de subvention. Ils font pas mal de choses, je suis ça depuis les réseaux sociaux, notamment Facebook, où je vois les images, etc. Il y a un vrai travail de fond. Et quand je vois la provocation de l'année dernière de la ville, donc des politiques, donc apparemment les artistes font la politique indirectement, donc c'est des poils à gratter, donc ils réveillent un peu la conscience, je ne sais pas, donc en fait, vous êtes dangereux, en fait. Les artistes, vous êtes de la politique, en quelque sorte. C'est pour ça que vous dérangez, en quelque sorte. Enfin, normalement, non, vous ne dérangez pas, puisque, regardez, en France, il y a tellement de choses, ça ne dérange personne, au contraire, il y a une créativité. En fait, je vais te dire comment nous, on voit les choses. On voit que l'État, le Maroc, considère la musique, peut-être la culture, enfin, il n'y a pas de culture de la culture. Il n'y a pas de culture de la culture. C'est-à-dire qu'on voit que la musique que font les musiciens, peut-être, c'est-à-dire qu'ils s'y intéressent pour 2 objectifs. 1, propagande. C'est-à-dire quand ils ont besoin de chanter quelque chose, il y en a qui sortent de leur boîte et ils chantent. 2, image du pays, ouverture, tolérance, machin, etc. C'est vraiment utile. C'est qu'ils voient l'utilité à court terme. C'est-à-dire que là, on a besoin que le Maroc ait une image 2, on va faire ça. Et tout ce qui est fait avec le soutien ou l'aide de l'État peut être rangé dans une de ces deux cases. 1, l'image du pays, qui est très importante pour eux, et 2,
propagande slash vidage de cerveau. Voilà. Mais autrement, quand tu n'es pas là-dedans, la maturité d'accepter quelqu'un qui critique, la culture, l'habitude, la tolérance de supporter les différents points de vue, l'idée qu'on puisse être latéral, dérangeant, machin, ça c'est pas quelque chose, ils ne sont pas prêts à accepter ça dans leur conception de l'espace public. Voilà, ça ne veut pas dire que tu peux pas l'être, mais ça veut juste dire qu'il ne faut pas compter sur grand chose de ce côté-là. D'ailleurs, on parlait des droits d'auteur, c'est très intéressant de s'intéresser, de voir que c'est une boîte noire qui a servi à rétribuer certains artistes. En fait, c'est pas vrai que les droits d'auteur sont pas payés. Les droits d'auteur sont payés, mais pas aux gens qui passent à la radio. Ils sont payés aux gens qui font, ce qu'on leur demande de faire. Ce que je veux dire par là, c'est que on est là-dedans. Nous, en tant que groupe, on a eu avec l'État toutes les phases. On a eu le rejet, on a eu un moment l'officiel. On a représenté le Maroc au Jeu de la francophonie en 2005. On était très fiers. On a gagné une médaille, on est venu, on croyait qu'on était une équipe de foot. On a eu ensuite mais on voit bien que globalement, tu es utile, pas parce que l'art est quelque chose qui est important dans une société. Tu es utile parce qu'à ce moment-là, tu donnes une image du Maroc qui est comme ça, ou bien à un autre moment, on va chercher quelqu'un d'autre qui va dire ce qu'on a envie de dire. Donc on est toujours dans vraiment l'utile à court terme. Voilà, mais ça c'est ma perception des choses. Et ce qui est valable pour un groupe est valable pour nous aussi, parce qu'en tant que festival, c'est-à-dire sur les 15 éditions, il y en a 7 peut-être qui ont été interdites. Oui, c'est-à-dire il y en a même un, c'est le roi, je crois, qui a donné de l'argent, je me rappelle que... Oui, mais c'était après, c'est la 10e édition. Voilà, exactement. Mais justement aussi, ça fait partie des trucs que nous, on n'a jamais rien demandé, quelque part. Tu vois. Oui, exactement. C'est-à-dire on n'est pas sous le patronage du roi. En fait, pour cette musique alternative, en fait, ils font une sorte de... Des fois, quand je regarde ça, je me dis, ils font une sorte de Pierre Berger ou un Xavier Niel. Ouais, ça serait Vous voyez bien. ce que je veux dire? Bah oui, enfin, dans l'image, voilà, racheter ce lieu-là et essayer de le donner aux gens comme vous. Faites de la musique qui fait un travail de fond. Et ce travail de fond est important. Parce que moi, j'ai vu que le Maroc d'avant 2011 et d'après 2011, rien que sur les réseaux sociaux, il y a une dynamique. Il y a une dynamique qui dérange, qui fait peur à certains. Ça, c'est clair, malheureusement, parce que la culture, c'est aussi avoir c'est réfléchir, critiquer et avancer ensemble. Mais certains trouvent ça c'est un danger. Je regrette vraiment. Et bonne continuation à vous. Parce que... Beaucoup moins qu'avant. Hein? Beaucoup moins qu'avant. Il va falloir qu'on arrête là parce que c'est la fin. En principe, on doit arrêter. Je sais pas. Oui. Une question encore ou pas? Oui, alors vite. Une dernière question. Il faut qu'on arrête à 8h30. Donc, il reste 2 minutes. Je voudrais poser en fait trois questions qui peut-être vont élargir un petit peu les explications qui ont été proposées par rapport à ce phénomène artistique, culturel, urbain. Alors, la première question, en fait, c'est lié à l'exposé de notre sociologue. C'était un exposé à la fois historico-sociologique avec une dimension comparative et qui a débouché, enfin, comme point de chute, sur une question. Cette question est quelle est la continuité, les aspects de continuité et de discontinuité. Là, on ne vous a pas vraiment entendu parler de ces aspects quant à leur dimension décisive. La deuxième question, en fait, c'est on a parlé Naïda ou la manadetch, rahanadetch. Et dans le même ordre d'idées, on a rattaché ça au mouvement qui a eu lieu dans certains pays arabes, qu'on a appelé le printemps arabe. Et on a proposé comme hypothèse que ce mouvement était un mouvement annonciateur en fait du printemps arabe. Est-ce que vous pourrez expliquer davantage en fait cette affirmation? Enfin, pour finir, la troisième question, c'est la question du dernier intervenant. Et on a parlé que ce phénomène est retombé. Enfin, le phénomène, dans ses débuts, qui avait une dimension subversive, est retombé. Pourquoi? Voilà. Je vous remercie. Là, comme il nous reste une demi-minute, ça va être un peu difficile de répondre à tout ça. Donc, je ne sais pas, quelqu'un veut... Tu veux... Qui doit répondre,
50 secondes. Déjà passé. 38. Non, j'ai évoqué la question de la continuité, de la discontinuité comme une question qui est posée depuis un certain moment. Mais de par ce qui m'a été donné à voir, j'ai vu que d'abord, dans des situations concrètes, j'ai vu que les jeunes et les moins jeunes se côtoyaient. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, le 20 février par exemple, et je sens parler sans rentrer dans... Et il y a une autre dimension aussi, c'est que moi j'ai essayé de renseigner sur un processus, non pas pour opposer la génération des années 70 à celle d'aujourd'hui, mais j'ai essayé de renseigner sur un processus. Ça veut dire, dans une société, les choses se font, se défont et se refont, et ainsi de suite. Et qu'il y a une construction. Cette construction, il est fonction d'un ensemble de choses que j'ai soulignées, parmi lesquelles je reviens encore une fois sur deux choses. Ça veut dire qu'il faut absolument qu'il y ait une densification du sens. La question de la qualité a été soulevée par plus d'une personne ici. Donc la densification du sens, et puis l'intérêt et la nécessité à ce qu'il y ait des relais aussi qui essayent d'analyser, d'approcher, d'accompagner les phénomènes urbains, les phénomènes qui s'imposent à la ville. Je parle de l'université, je parle des médias, mais je parle aussi de la nécessité aussi de connecter un peu tout ce qui se fait. Le boulevard, maintenant, il rentre, depuis un certain moment, il rentre dans cette perspective. Ça veut dire il est en relation avec les graffeurs, par exemple, ce qui a été fait à l'ancien Médina, sur les façades de l'ancien Médina, Mohaou Saïd, avec les musiciens, avec un ensemble... Pardon ? Ouais. Voilà, je vous remercie, monsieur. Allez, je pense qu'on n'a plus le temps. Je vous répondrai, si vous voulez, à votre question directement. On manque de temps. Donc, merci à tous. Et, merci à vous. Pour ceux qui veulent prolonger le film Casa Naïda, qui a été tourné en 2007, hein, donc en pleine apogée de la Naïda, si on peut dire. Donc, à voir si vous voulez en bas. Merci encore.